Bonjour Brune Poirson. Bonjour à vous Pierre de Villeneuve. Qu'est-ce qu'on mange au ministère de l'écologie ? Alors je ne crois pas que je sois venue ici pour parler cuisine. Des homards, du château Yquem, des plats fastueux. Alors je ne suis pas là pour commenter ce On invite des amis Non, alors je sais que vous faites référence à François de Rugy, aux images qui ont été publiées. Ça vous a choqué ? D'abord, moi je voudrais dire que je travaille auprès de François de Rugy depuis près d'1 an. Ouais. Et que je ne peux pas douter de son honnêteté. Et de son intégrité ? Maintenant, comme François de Rugy l'a dit lui-même d'ailleurs, et comme lui, moi je peux tout à fait comprendre que ces images, elles puissent vraiment interpeller les Français. Dans quel sens ? François de Rugy l'a dit, les dîners qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale ont eu lieu dans le cadre de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Et comme il l'a dit lui-même d'ailleurs aussi, il se tient tout à fait à disposition de la déontologue de l'Assemblée nationale pour répondre à d'éventuelles questions. Donc pour l'instant, François de Rugy est là et vous n'allez pas prendre sa place. Écoutez, non, c'est absolument pas du tout... C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, non. Les étés en Macronie sont quand même compliqués. On a eu l'affaire Benalla l'an dernier, maintenant cette affaire-là. Je ne sais pas si on peut parler d'une affaire. Encore une fois, tout ça a eu lieu dans le cadre de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Maintenant, moi je peux comprendre, comme lui, que ces images elles puissent vraiment interpeller. Autre actualité politique, Brune Poirson, la désignation hier de Benjamin Griveaux pour conduire LREM à la mairie de Paris. Vous n'êtes pas trop déçu de Cédric Villani qui a, oui, d'une certaine manière, montré son amertume hier ? Vous savez, quand on mène un combat politique, on a toujours envie de le mener jusqu'au bout. Et on y croit, et par définition, c'est comme ça. Et on a envie de le mener. Je l'ai fait moi-même. Moi, je peux comprendre une certaine déception. Ça, c'est certain. Il faut encaisser aussi cette part de déception. Maintenant, il faut qu'on gagne. Et il faut que le projet de la République En Marche remporte l'adhésion des électeurs. Oui, je pense. Il faut ? Oui. C'est une obligation ? Alors, attendez, déjà, je ne suis pas parisienne. En l'occurrence, un peu quand même. Je ne suis pas parisienne. Et deuxièmement, en revanche, ce que je pense, c'est qu'il faut effectivement faire le maximum pour que la République En Marche, parce que le projet que porte Benjamin Griveaux, parce que le projet que nous portons plus largement, c'est un projet de renouvellement, c'est un projet aussi qui porte en son sein l'écologie, d'ailleurs, la transition écologique et solidaire. C'est un projet pour mettre Paris dans une ville du 21e siècle, dans une ville qui répond aux demandes des Français, aux demandes des Parisiens et qui soit à la hauteur de l'image de la France. Et pour ça, il faut que toutes les énergies soient autour du candidat qui a été choisi. Est-ce que Cédric Villani n'avait pas une carte un peu plus écologique que Benjamin Griveaux dans le programme ? C'est l'écologie, la transition écologique, c'est au cœur de l'ADN de la République En Marche, en général. Qui qu'on soit et en général. Aujourd'hui, le Comité national de l'agriculture biologique doit se prononcer sur une décision importante pour ou contre le chauffage des serres qu'utilisent certains agriculteurs, producteurs de tomates, de melons, de fruits et légumes qui normalement ne poussent que l'été, mais que le consommateur, on en pense qu'on veut, souhaite manger toute l'année. Hier, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, ne s'est pas opposé à ce chauffage des serres, pourtant contesté. Et vous ? Alors moi, vous savez, je suis élue du Vaucluse. Et dans le Vaucluse, il y a des serres, effectivement, qui produisent des tomates. Tout à l'heure à Cavaillon. Qui produisent des tomates toute l'année. La question, c'est comme toujours dans la transition écologique et solidaire. Et malheureusement, je sais que ça peut être parfois un peu frustrant, et c'est pas une excuse, mais la réponse est toujours plus complexe que ce qu'on croit. Pourquoi ? Parce que il y a des consommateurs, c'est vrai, qui veulent consommer des tomates toute l'année. Moi, je pense effectivement qu'il faut que nos comportements changent et qu'il faut manger des légumes de saison. Maintenant, il y en a encore qui demandent des tomates toute l'année. Ces tomates-là, elles peuvent parfois, ou elles pourraient être importées de très loin dans le monde. Est-ce que l'impact en termes d'émissions de CO2 serait pas plus élevé que des tomates qui poussent sous serre en France ? Maintenant, la question, attention, je ne valide pas. Et je ne fais pas l'apologie du tout. Donc vous n'êtes pas du même avis que de Didier Guillaume. Non. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut faire attention à plusieurs choses et que c'est complexe. Il faut faire attention, il faut voir aussi quelle énergie est utilisée pour ces serres. D'accord, donc si c'est de l'énergie verte. Exactement. Il faut voir l'impact CO2 et le mesurer. C'est toujours plus complexe qu'en réalité. Moi, vous savez, dans le projet de loi anti-gaspillage sur lequel je travaille, on parle de système de consigne pour réemploi, consigne pour recyclage. Tout ça, ce sont des questions qui sont complexes aussi. Est-ce que le réemploi
C'est-à-dire qu'on réutilise un produit, mais qui aurait, par exemple, une bouteille d'eau ou une bouteille en verre, Là, mais qui aurait circulé à travers toute la France. Ouais. Est-ce que ça émettrait pas plus de CO2 qu'une bouteille qu'on aurait recyclée? Toutes ces questions-là, il faut les regarder dans le détail. Un agriculteur qui, comme ce matin, dans le Vaucluse, utilise de la biomasse pour chauffer ses serres, pour vous, c'est une bonne solution plutôt que d'importer des tomates espagnoles, comme il le disait. Moi, je regarde les chiffres. Ouais. Ça dépend d'où vient cette biomasse. C'est aussi simple que ça. Donc il faut regarder les chiffres dans le détail. Peut-être, effectivement, que ça produit moins d'énergie, ça émet moins de CO2 que de faire importer des tomates de l'autre bout du monde. Mais maintenant, la question, je crois qu'il faut la traiter à la source. La question, c'est pas est-ce qu'on chauffe des serres ou pas, c'est comment est-ce que nous, collectivement, les Français, on change de comportement en profondeur pour se dire aussi qu'avec peu d'efforts, on a des comportements qui ont un impact massif et positif sur la planète et sur le climat. Vous dites effectivement, il faut qu'on change nos habitudes. Il faut qu'on arrête de vouloir manger des kiwis, des avocats, des ananas comme ça toute l'année, partout, tout le temps. Oui, ça c'est des choses à changer. Et là, vous partagez l'avis de Didier Guillaume qui est opposé à la contre-saisonnalité, puisque ça s'appelle comme ça. Il faut qu'on mange des légumes et des fruits de saison. Mangeons des tomates en ce moment. Alors donc, Brune Poirson, votre but, dites-vous, est de transformer la société. C'est une valeur transformer la société ambitieuse. Vous le faites en proposant cette loi anti-gaspi. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Elle est dans les tuyaux de certaines ONG depuis un demi-siècle. Vous êtes fier de porter radicalement ce changement ? Alors je suis fière, de pouvoir mener cette mission-là. Je suis surtout fière de pouvoir y travailler avec beaucoup de monde. Vous savez, on ne transforme pas quelque chose tout seul. Et moi, ça fait 1 an et demi que je travaille sur ce projet-là et j'y travaille avec beaucoup de monde, avec des associations, avec des collectivités, avec des éco-organismes, avec les services de l'État. Et c'est ensemble, c'est vraiment un effort collectif. Oui, parce que les collectivités, justement, elles vont se retrouver sur vos décisions face à des gestions de sites de traitement XXL alors qu'elles n'étaient pas habituées jusqu'à présent. Vous savez, les collectivités, elles se retrouvent potentiellement en concurrence pour certaines matières avec des industriels. Je pense par exemple à ceux qui commercialisent des produits en plastique ou qui sont emballés dans du plastique. Soit, et c'est ce que j'ai souhaité faire en lançant ce comité de pilotage sur la consigne, soit c'est nous, c'est l'État, main dans la main avec les collectivités qui fixent les règles du jeu, soit c'est les industriels qui le font de leur côté et ça sera la jungle. Moi, je préfère un système de consigne parce que nous avons décidé, et on ne l'a pas décidé au doigt mouillé, on l'a décidé au terme d'une longue concertation, d'études avec des pays étrangers. Et il n'y a pas que la France qui est en train de travailler à la mise en place d'un système de consigne d'ailleurs. Je rappelle qu'il y a des pays comme la Roumanie, il y a des pays comme le Portugal, comme l'Angleterre aussi en même temps. Soit on le fait ensemble collectivement, soit à ce moment-là, ça sera la jungle. Et là, véritablement, les collectivités pourront se sentir laissées sur le carreau. D'autre part, quand on dit les collectivités, on a l'air de parler d'un ensemble très uni et qui fait bloc. C'est ce qui fait la France. Mais bien sûr, elles sont fondamentalement importantes. C'est ce qui fait la France et c'est aussi elles qui, au quotidien, gèrent les déchets. Mais simplement, elles sont plus divisées que ce qu'on veut bien nous faire croire. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de collectivités locales qui, elles, ont très envie de la mise en place de la consigne. Parce qu'elles n'arrivent pas à gérer la propreté dans leur ville. C'est le cas notamment à Paris, par exemple, où il y a encore des emballages et des problèmes de propreté. Est-ce qu'il y a des déchets partout ? La consigne, vous avez lancé effectivement cette idée, mais la consigne, elle est quoi ? Sur le plastique, sur le verre, sur le carton ? Eh bien, vous savez, on a commencé la discussion en parlant de la complexité liée à la transition écologique. On a commencé la discussion par des repas fastueux. Là, et je vous ai dit qu'on ne parlait pas cuisine, mais là, en l'occurrence, en ce qui concerne la consigne et son périmètre, je vous le dis depuis le début, je pense qu'il faut qu'on y travaille collectivement, et c'est pour ça que j'ai souhaité réunir ce comité de pilotage, et c'est pour ça qu'on est en train de travailler très concrètement. Mais vous, votre volonté, ça serait quoi ? Est-ce qu'on va le faire sur les bouteilles en plastique ou les emballages plus largement ? Potentiellement, il y a certains élus qui le demandent. Les piles, par exemple. Est-ce qu'on va le faire aussi sur les bouteilles en verre ? Tout ça, et si c'est sur les bouteilles en verre, est-ce que c'est pour réemploi, est-ce que c'est pour recyclage ? Tout ça, on est en train d'y travailler dans le détail. Ce sont des discussions qui sont importantes. C'est un système de gestion des déchets, je le dis, je l'assume, du 21e siècle, avec une économie circulaire qui suppose de changer en profondeur nos modes de production et de consommation, qui suppose par exemple de consommer moins, de consommer différemment. Tout ça, ça se décide pas sur un coin de table au pied levé. Ça se fait en concertation, comme je fais depuis 1 an et demi. Brune Poirson, une dernière question, puisque nous sommes à une période où beaucoup de Français utilisent leur
voiture pour partir en vacances. Ce sujet épineux de la voiture. Quel message, vous, Brune Poirson, vous voulez envoyer? La voiture, c'est bien tant qu'elle est électrique. Le diesel, c'est fini pour de bon, alors que beaucoup de spécialistes disent que, ben non, c'est presque moins polluant que l'essence. C'est quoi votre message? Moi, mon message d'abord, c'est que les Français passent de bonnes vacances. Parce que ceux qui ont la chance, Merci. Ceux qui ont la chance d'en prendre, moi, je pense que c'est important qu'ils en profitent. C'est pas moi qui vais leur dire comment rouler. Maintenant, ce que je pense en tout cas, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler sur la mise en place de systèmes de transport qui soient alternatifs des transports, vraiment qu'on puisse l'utiliser au quotidien pour se déplacer. C'est d'ailleurs tout le travail même pour partir en vacances de la avec toute sa ministre famille chargée des transports, Elisabeth Borne. Mais oui, il peut y avoir et il faut qu'on continue à développer pour ça. Partir en vacances avec sa famille. Je ne sais pas, ça dépend où vous allez et comment vous y allez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer globalement nos façons de nous déplacer. Mais ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire haro contre la voiture. Non. Contre les ventes de voitures, puisqu'on a entendu ces derniers jours qu'on aurait peut-être arrêté la prime à la conversion. Non, c'est pas dans les tuyaux. C'est pas dans les tuyaux. Non. Donc ça, c'est une fausse rumeur. Oui. De cet arrêt à la prime à la conversion. Oui, absolument. Eh ben merci. La prime à la conversion a rencontré beaucoup de succès auprès des Français. 220 000 dossiers rien qu'en 2019. Exactement. Elle leur a permis pour beaucoup de conduire un véhicule qui est moins polluant, qui émet moins d'émissions de CO2. Et c'est tout l'objectif. Et c'est là. Et c'est pour ça que l'État est aux côtés de ceux qui souhaitent changer de voiture. Bonne nouvelle pour les automobilistes et les constructeurs. Merci beaucoup Brune Poirson d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.